Pépère. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du tour. On n'a jamais vu ça. Aïe aïe aïe, attention Philippe, vous ne pas rappeler. Allez mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand. Chapeau. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle année 2024, une nouvelle saison qui va se lancer très rapidement ce mardi au Tour Down Under en Australie. Et avant de commencer cette saison, eh bien on va regarder un petit peu qu'est-ce qui a changé par rapport à l'année 2023. On va regarder, analyser les principaux transferts marquants, avec également un prisme sur les équipes françaises, évidemment, nos 5 équipes professionnelles World Tour et Pro Team. On va voir ça avec nos 2 consultants du jour. Anselme pour commencer. Salut Anselme. Salut Mathieu, salut tout le monde. Et on est aussi avec Théo. Salut Théo. Salut à tous et bonne année, bon cyclisme. Bonne année tout à fait, tu fais bien de le dire Théo, bonne année à tout le monde. Et bien voilà, avec tout ça, vous avez le programme. Attention au départ, à Chasse Patate, c'est parti. Alors donc on va commencer par les principaux transferts. Je vous ai demandé, Anselme, Théo, de me choisir chacun un transfert, en particulier d'un coureur ou d'une équipe de manière plus globale. Je vais participer également, pour en sortir 3 au total. Je vais laisser Anselme déjà commencer. Quel est le transfert marquant pour toi de cette intersaison 2023-2024 ? Il est assez évident, je trouve. Pour moi, c'est Primož Roglič qui quitte du coup Jumbo-Visma pour l'équipe Bora. Alors assez évident, je signalerai quand même que c'est pas le premier nom que tu m'as cité, Anselme. Non, mais j'ai été censuré. On ne peut évidemment pas parler du cyclisme espagnol ici, à savoir l'équipe Burgos BHC. Mais en effet, Primož Roglič est un petit peu plus marquant que Jan Baliaitz signed Bayer. Mais il faut quand même souligner en effet l'arrivée du coureur de Mongolie. Rome de connaisseurs oblige, j'imagine que tout le monde sait qui est le champion de Mongolie. Voilà, mais disons qu'on va peut-être élargir un peu au cercle des hipsters du cyclisme, quoi. Oui, possible, on peut faire du grand public. Du coup, Roglič, je ne saurais pas dire si c'est un bon transfert ou pas, mais il y a ce qui le rend marquant, c'est surtout qu'il quitte l'équipe numéro 1 actuelle du cyclisme, à savoir de la Team Visma maintenant, avec qui il vient de remporter le Giro, l'équipe qui vient de remporter les 3 grands tours. Et c'est pour se retrouver donc chez Bora-Hansgrohe, solide équipe, mais qui, à mon sens, n'a pas forcément encore cette culture de la gagne qu'a la Visma. Autant un coureur qui arrive chez c'est-à-dire chez comme Jumbo, le Giro qu'ils ont remporté en 2022 avec Jay Hindley. Oui, mais c'est ce Giro 2022, parlons-en. Il s'est rien passé. Dernière étape, boum, ça roule, Carapaz lâche, point barre, c'est fini. Je suis désolé, on est loin d'une stratégie à la Jumbo-Visma sur le tour qui a suivi en 2022. Bon, le parcours le permettait difficilement. Il était dégueulasse. Hein. Mais non, mais Bora, ça reste bon. Hein. Pour moi, il y a les 3 équipes numéro 1 les 3 super teams. Et en dessous, il y a la Bora, quoi. Les 3 super teams, c'est quoi ? C'est UAE, maintenant Visma, et la 3e Ineos. Je mets quand même Ineos, même s'ils n'ont pas les super résultats, ils ont une super team. Ouais, mais la Bora, c'est pas une équipe où ça va se... Higuita, c'est un leader, c'est pas vraiment un équipier. Vlasov, j'ai du mal à le voir se sacrifier pour Roglič. Je vois ce que tu veux dire, c'est plus une combinaison d'individualité et pas vraiment une équipe. Voilà, Martinez, avec un seul objectif pour Bernal. Mais je suis pas sûr qu'il soit allé chez Bora, quitter Ineos pour aller chez Bora. Je suis pas sûr que ce soit pour refaire l'équipier à nouveau. Hindley, il a gagné le Giro, je vois mal l'arbiner pour Roglič. Ouais. D'ailleurs, par rapport à ça, ce qui est intéressant, c'est quand même de voir la présélection en tout cas qui a été annoncée de l'équipe Bora-Hansgrohe pour le Tour de France. On a quand même Primož Roglič, Jay Hindley, Dani Martinez, Alexander Vlasov, et il y aura aussi Danny Van Poppel qui voudra bien faire les sprints. 4 leaders, ils vont juste se taper dessus et ça va être Battle Royale. C'est ça, à moins que Roglič gagne, je crois qu'en plus il a pas prévu tant de courses que ça. Enfin, s'il fait un enchaînement Paris-Nice, Pays Basque, Critérium, là où il est annoncé qu'il gagne tout, ok, peut-être on peut se dire Vlasov, s'il y a moyen, si je suis moins bien, je vais me sacrifier pour lui.
Mais sinon, enfin, je vois mal en fait toute l'équipe se mettre à la planche. Enfin, pour moi, elle a pas justement plus que la culture de la gagne en fait. C'est ce truc où des potentiels leaders vont se sacrifier pour d'autres. Et puis en plus, Bora pourra pas dire à Vlasov, ok, Ted Roglic a gagné le Tour de France, mais après on te fait gagner la Vuelta. C'est, enfin, déjà c'est trop rare. Bon, après, c'était pas non plus le tout le plan monde n'est pas prévu du Visma. côté de la Jumbo avec Sepkus, quoi. Non, mais ah, donc à voir. Roglic aura, je pense, plus de liberté, mais en même temps, il sera moins aidé. Alors, à voir si je pense que ça l'empêchera pas d'aller chercher des accessibles, des podiums, des victoires sur les courses d'une semaine. En vrai, Roglic pas aidé, ça me fait pas trop peur. Ouais, mais sur un Parce grand que tour, je c'est pense que ouais, c'est trop juste. mais sur un grand tour, je pense qu'il y aura un moment où ça va genre assez vite, il va y avoir une hiérarchie qui va s'imposer en fait d'elle-même, même si c'est pas genre de base, elle sera pas là, il y Ouais, aura mais une tu vois, hiérarchie qui va s'imposer. sur un Et grand tour, non. Après, je me dis, Ouais, je sais pas. pour Roglic, quitte à quitter la Jumbo-Visma, à se retrouver à essayer de gagner un Tour de France face à Vingegaard, et qui a notamment Sepkus à ses côtés, face à Pogacar, qui a Yates, qui va avoir Sivakov, qui va avoir enfin, énormément de grimpeurs autour de lui. Est-ce que Bora, c'était pas la meilleure équipe pour avoir aussi d'autres cartes un peu avec lui, et pouvoir jouer un peu tactique, et est-ce que, bah, même si Jay Hindley, Alexander Vlasov, c'est pas, peut-être pas forcément le même niveau que Roglic, ça reste quand même des cartes intéressantes qui peuvent permettre de jouer un peu tactique et de tenter quelque chose. J'ai envie de dire, si vous voulez jouer tactique, fallait chez Movistar, mais bon. Ah, non, tout je pense tout que la l'argent est meilleure parti dans Nairo Quintana, désolé Anselme. Ah bah, je pense moi, ça me va très bien. Je pense que la meilleure équipe dans laquelle il aurait pu aller, enfin c'était une des meilleures équipes dans laquelle il aurait pu aller pour vraiment essayer de gagner un Tour de France. Il aurait pu avoir l'Ineos, qui je pense a aussi une cap. Enfin, même si c'est depuis quelques années, ils ont du mal à gagner, mais en fait ils savent mettre tout un collectif pour une personne, ce que tu reprochais à Bora. Donc à voir. Franchement, moi je suis plutôt content parce que c'est un coureur que j'aime bien. Et je suis content de le voir partir de Jumbo, donc enfin de Visma. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et je pense qu'il va quand même encore être très bon cette année. Mais moi, je pense que justement, il aurait dû aller chez Ineos. Hein. Bah, c'était peut-être un peu mieux, je suis d'accord. Parce Mais que, en fait, le problème d'Ineos, là, c'est qu'aujourd'hui, ils n'ont pas de vrai leader. Puisque, enfin, Carlos Thomas Rodriguez, quoi. est vieillissant. Bernal, ouais, mais Rodriguez, Ah, ça va, ok, il fait un bon Tour de France. Mais en même temps, pour l'instant, je me dis pas, c'est mieux que, bon, si c'est peut-être mieux que Vlasov. Ah, je sais même pas. c'est au niveau de Vlasov, mais c'est plus au niveau mentalité où je pense que la Ineos peut plus tout mettre en œuvre pour un Roglic. Oui. Après, en termes de densité d'effectifs, ça se vaut, quoi. Bah, j'ai envie de dire quand même, la Ineos, ils ont l'habitude, enfin, ils ont des Fraile, des mecs, des Castroviro, tout ça, qui sont même à un niveau en dessous, mais en tant qu'équipier, sont plus utiles que un Higuita ou un truc comme ça. Ouais, peut-être. À la rigueur, Boral, ils ont Kamna et Sharman, en fait. Mais même Kamna, lui, il accepte de travailler, mais il faut qu'il puisse partir en échappée de temps en temps, quoi. C'est ça, il faut qu'il ait gagné ses étapes. En tout cas, il gagne au change au niveau du maillot cette année. Ah, le maillot Bora est un peu plus rechargé que le maillot Le Visma est surtout Bike. hyper triste. Hein. C'est vrai qu'il est pas très beau. Après aussi, tu te questionnais un peu sur est-ce que c'est un bon transfert pour Primoz Roglic. Est-ce que c'est au final plus intéressant pour Primoz Roglic ou pour Bora ce transfert? Je pense que c'est win-win, hein. Je sais pas en vrai, parce que c'est pas non plus. Enfin, je pense pas qu'il perde complètement son niveau, mais il a toujours été chez Jumbo. Ça peut ne pas marcher pour Roglic. Et en même temps, Bora, elle a pas trop à perdre. À la rigueur, ça va se tirer sur les pattes sur le Tour de France. Mais bon, vu que le programme semble assez light pour Roglic, ça lui permet d'avoir Roglic au top sur certaines épreuves World Tour et de mettre Higuita, Vlasov, tout ça. En fait, ça lui permettra d'être présente avec des leaders probablement en forme sur toutes les courses World Tour de début de saison. Typiquement, avec le panel de leaders, il pourrait avoir 2 leaders sur chaque grand tour. Donc, je pense que Bora est vraiment gagnante là-dessus. Tout reste à savoir, c'est quelles sont les conditions du contrat aussi, combien il gagne, tout ça.
s'il fait une saison catastrophique et qu'ils ont mis beaucoup de budget là-dedans, bah, c'est pas forcément, ils seront pas gagnants. Mais avec les informations qu'on a, pour moi, je pense que Bora est plus gagnante que Roglic, parce que Roglic, c'est vraiment un pari. Parce qu'après, je voyais les interrogations sur le forum, notamment du côté des suiveurs de la Bora, qui s'interrogeaient au moment où on a appris sa signature, hein, de se dire, bah, on a quand même une pépite qui s'appelle Jan Uijtdebroeks, et on va recruter Primoz Roglic, qui est quand même beaucoup plus proche de la fin de carrière. Si on investit, il y a un côté, au moment où ça s'est fait, on se dit, investir beaucoup, aller débaucher, casser le contrat de Primoz Roglic, le recruter, parce qu'il avait encore des années de contrat hein, chez Jumbo-Visma, aller le recruter pour qu'est-ce que tu peux aller gagner, peut-être quelque chose d'un peu incertain par rapport à un coureur que tu peux faire progresser et qui a seulement 19-20 ans. Il y avait un peu cette interrogation-là. Après, bon, c'est sûr que finalement, maintenant, avec Jan Uijtdebroeks qui s'en va... Ce que tu dis, je trouve ça bizarre de parler d'incertitude pour Roglic. Et du coup, à l'inverse, c'est presque comme si tu disais qu'il y avait de la certitude, enfin pas de la certitude, mais en tout cas qu'il y avait plus d'acquis Ouais. avec Uijtdebroeks. Alors qu'au Oui, final, oui, non. pour moi, c'est la certitude, c'est plutôt Oui. Roglic qui va l'apporter. Mais le truc, c'est qu'on sait à peu près ce qu'il vaut, on sait pour combien de temps enfin pour combien de temps plus ou moins il va être bon, quoi. Oui, non. Oui. C'est ça la différence. Oui, je reconnais. Enfin, c'était aussi dans la mesure où Roglic, tu investis pour 1 an, 2 ans. Je crois d'ailleurs qu'il a signé un contrat de 2 ans, mais je suis pas tout à fait sûr. Alors qu'avec, sans aller chercher Primoz Roglic, tu continuais un projet un peu de long terme, etc. Et enfin, en tout cas, c'était un peu l'impression que ça pouvait donner sur la construction de l'effectif. Et l'arrivée de Roglic peut venir un peu changer ses plans à ce niveau-là. Ouais, c'est vrai. Après, c'est pour possible, ça que moi, hein. d'un côté, j'ai envie de dire, c'est plus Roglic qui a gagné, parce que chez Visma, il est barré par Vingegaard. C'est pas Roglic qui va dire bah, je veux gagner le Tour de France, oui, mais t'es gentil, mais on a le double vainqueur, donc c'est lui qui va passer en premier. S'il veut gagner le Tour de France, ça me semblait compliqué, dans les années qui lui restent au niveau de gagner le Tour, de le faire chez Visma, en fait. Je suis Donc, d'accord. partir, alors après, oui, que ça soit chez Ineos, chez Bora, d'un côté comme de l'autre, peut-être à peu près ça se vaut, c'est une différence un peu légère. Ineos a peut-être le côté de savoir gérer la victoire sur un grand tour, même si bon, ça remonte quand même à 2019 sur le Tour de France. Mais du côté de Bora, il y a peut-être un peu plus de gros coureurs qui peuvent l'aider pour typiquement le coup qu'ils ont fait Roglic et Vingegaard sur l'étape du Granon en 2022. On sait jamais, mais peut-être qu'avec un Jay Hindley, voire Alexander Vlasov, ça peut peut-être se tenter. En fonction des circonstances, ça peut aider. En tout cas, il sera pas tout seul, j'imagine. À la rigueur, j'aurais dit, en fait, Bora, c'est plus intéressant s'il veut faire les classiques. Mais du programme qu'on a pour l'instant, il n'avait pas prévu, donc... Ouais, non, je sais. Alors après, le seul truc, c'est Roglic disait un peu au début, avant qu'on connaisse son programme, ouais, moi j'aimerais bien aussi aller courir le Tour de Suisse pour le gagner et avoir remporté toutes les grandes courses par étape d'une semaine. Bon, c'est pas dans les plans de Bora qui dit bah, le Tour de France est plus important. ça se comprend. Surtout quand t'as investi pas mal sur un coureur comme lui, mais on verra peut-être que l'an prochain, ça sera. Ouais, puis j'ai envie de dire, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Bon, en tout cas, Primoz Roglic pour l'instant est prévu sur le critérium du Dauphiné. Voilà, en tout cas pour Primoz Roglic, et puis on n'oublie pas non plus que chez Bora, c'est pas le seul à arriver. Hein. Il y a certes le départ de Jan Uijtdebroeks, on a aussi Sam Bennett, on en reviendra un petit peu plus tard quand on parlera des équipes françaises qui part chez Decathlon et G2R. Mais au niveau des arrivées, on a Dani Martinez qui vient d'Ineos, on a Matteo Sobrero, le rouleur italien de la Jayco, on a également Sam Welsford notamment. Welsford, c'est pas mal, hein. Ça peut être un bon sprinter. Enfin, ça peut être intéressant. Ça pourrait être intéressant de voir ce qu'il fera. Alors, bon, il sera pas sur le Tour de France, hein, du coup, logiquement, mais peut-être sur le Giro. Faudra voir. Déjà, il va pour le Down Under. Oui, voilà, mais typiquement, Welsford, tu lui mets un Danny Van Poppel qui est, pour moi, le meilleur poisson pilote du monde à l'heure actuelle. Ça peut faire mal. Ouais. On va voir si presque Van Poppel est pas trop fort quoi, pour lui. Oui, c'est un peu le rire. En tout cas, on a vu que Sam Bennett, parfois Van Poppel n'était pas suffisant. Mais c'est autre chose. Bon, on va passer au deuxième transfert. Théo, justement,
après Primož Roglic et la Bora dans son ensemble. Quel autre transfert de coureur ou d'équipe t'a marqué sur cette intersaison? Assez logiquement, je vais partir sur la Lidl Trek parce que c'est vraiment une équipe qui s'est donné les moyens à l'intersaison vraiment. Je sais pas s'il y a une augmentation, enfin, je crois qu'il y a une augmentation de budget, mais je suis pas sûr. Depuis Mais en l'arrivée tout de cas, Lidl, en tout cas, il me semble ouais, que c'est oui. ça. Mais vraiment là, ils ont fait un recrutement que j'ai beaucoup aimé en vrai, avec des très bons coureurs, enfin certains leaders, certains bons équipiers, etc. Enfin moi je t'avoue que je suis assez, et en plus c'est une équipe que j'aime bien, avec des coureurs que j'aime bien, donc je suis assez hype pour cette année. Évidemment, bon, Theo Gegenhardt qui va être un de leurs leaders. Mais Badjoli, Jonathan Milan, ça fait des très beaux coureurs également qui arrivent. Consoni, à ne pas négliger non plus. Et voilà, et un coureur comme Conrad et tout. Tout ça, en fait, en perdant quasiment aucun coureur. Hein. Enfin, aucun coureur, si, mais des équipiers. Donc, c'est. Bah voilà, quoi. C'est une équipe qui veut, on va dire, dans l'ère des super teams, elle veut faire partie de ces super teams-là et essaye de s'en donner les moyens. Oui, c'est sûr qu'en termes de... La balance départ-arrivée est quand même fortement positive, hein, parce que départ, c'est des équipiers, hein, on voit Emil Slipins, Kenny Elissonde, Antoine Toulouk, la Verastori. Niveau des recrues, ça. Tao Gegenhardt, Jonathan Milan, Patrick Conrad, Andrea Badjoli. C'est quand même pas mal. Anselme, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ton côté? Je sais pas trop quoi en penser. Là, je regardais. Déjà, je me demandais ce que devenait Gebre Xavier, parce enfin, il quitte l'équipe, mais il a pas d'équipe, alors qu'il a fait une saison pas dégueu. Mais sinon, j'arrive pas, parce que bon, il y a des coureurs, on va dire, enfin, ça peut être du bon équipier, mais je sais pas, je les vois pas forcément marcher avec Trek. Gegenhardt, je reste toujours dubitatif sur son niveau en tant que leader. Je l'étais déjà avant le Giro l'année dernière. Il n'a pas couru depuis. Ça s'est arrêté C'est le brutalement. problème de Ineos qui, je crois que le contrat était quasiment signé et Ineos ils se sont dit bon vas-y, on ne fait plus courir un bail comme ça, je crois. Après, il y avait Ouais, je crois aussi, il y avait aussi sa blessure aussi qui a fait Ouais, ouais. que c'était il a vu compliqué la pour lui de blessure et recourir. après je crois qu'ils l'ont un peu barré Mais en mode. du coup, j'attends de voir. Pour l'instant, ça reste à confirmer. Donc ça peut être un bon coup, mais c'est pas une certitude. Milan, moi j'aime beaucoup le coureur, un vrai bœuf dans les sprints. Voilà. Mais c'est Certains vrai, vont nous dire un routier sprinter, ça fait. ah ouais, et puis bon, certains vont nous dire que oui, c'est pas propre ou je sais pas quoi. Mais bon, ma position sur le sprint ne changera pas. Après, il faut pas que. Je pense qu'avec Pedersen, je suis pas sûr qu'il soit beaucoup associé. Je pense pas qu'il faille les associer énormément non plus. Non, c'est pas le même type de coureur en plus, vraiment. Je pense que les deux. En fait, c'est marrant parce que c'est deux bœufs, mais pas les mêmes types. Ouais, ouais. Oui, on a Pedersen Et, qui est vraiment sur les sprints un peu de costaud. Et Milan, pour faire parler la puissance Milan, sur un c'est sprint de vraiment un 300 pur mètres. sprint. Ouais, c'est le bœuf, mais de 300 mètres. C'est vraiment ça. du pur sprinter. Là où Pedersen préfère les courses compliquées. Donc j'attends de voir. Son Giro m'avait bien plu. Ça peut être un bon pari. Après, faut arriver à lui mettre en place un train. Est-ce que des recrues comme Gibbons, Consoni, tout ça, ça va faire le travail? Je sais pas. Badjoli, Leclerc qui arrive de Soudal. Est-ce qu'ils vont perdre pas mal, hein. De Clerc, ça fait le taf justement pour des Pedersen et pour des Milan. Est-ce qu'ils vont pas perdre leur bonus quick step? Ah, peut-être, mais bon, ça va rouler. Hein. Je pense qu'il veut du Clerc qui va quand même rouler comme il faut. Hein. Après, pour un Badjoli, je m'en fais pas. Enfin, et je puis, m'en fais pas mais trop en sur fait, le pour moi, le papier. problème de Badjoli, c'est quand tu veux être une top équipe pour le Tour, Badjoli, c'est plutôt un coureur on va dire un scoreur de seconde division. Il y a hormis son Lombardie l'année dernière, mais pour moi, il va gagner pas comme Hirschi, mais un peu dans le même style où il va vraiment être fort sur les courses Pro Série, les World Tour de seconde zone. Mais en fait, ils ont déjà quand même pas mal de coureurs pour gagner sur des grosses courses. Enfin, ils ont quelques coureurs. Ils ont évidemment Pedersen. Ils ont également Skelmose qui a quand même fait un très bon début d'année avant de s'écraser un peu. Maintenant, ils ont Gegenhardt.
Il y a Ciccone qui peut faire des choses. Enfin, en fait, ils sont en train de se densifier assez fortement au niveau des leaders, ce qui fait que pour moi, ça reste quand même positif. Ils sont clairement pas encore au niveau d'une Visma ou même d'une Ineos, hein. Mais ils sont en train de rattraper de rattraper une équipe comme Bora, par exemple. C'est vrai qu'après, justement, un peu comme Anselme, je me posais la question, en fait, à regarder toutes leurs arrivées, et surtout que j'avais l'impression qu'on les citait dans les rumeurs sur tout le monde était un moment, un tel peut partir chez Lidl, parce que Lidl, on sait qu'ils ont de l'argent, du coup, t'avais des rumeurs qui partaient dans tous les sens, probablement. Un peu comme Cofidis, il y a quelques années, on savait que Vasseur voulait investir, enfin, voulait bien recruter, du coup, ils étaient cités partout. Et du coup, en fait, Lidl, on sait que c'est une équipe qui veut devenir une des meilleures mondiales, qui veut investir, qui veut faire grandir son budget et son palmarès par la même occasion. Et j'ai cet aspect un peu bizarre que, alors certes, le recrutement est qualitatif, mais que, en fait, c'est que des coureurs de second rang qui vont gagner des très belles courses, hein, comme Gegenhardt a pu le faire, comme Skelmose qui était déjà là, hein. Certes, c'est pas une recrue, mais Skelmose a pu le faire, etc. Mais qu'on n'a pas le leader qui va guider l'équipe, être la tête d'affiche et pouvoir aller remporter la grande course, le monument, le grand tour. Le leader, c'est Pedersen quand même. Oui, mais par rapport au recrutement aussi. Oui, par rapport au recrutement. Non, mais je suis d'accord. Moi, je pense que c'est la raison pour laquelle j'aime bien en fait aussi. C'est parce qu'ils sont pas. Enfin, en vrai, c'est pas volontaire de leur part, mais le constat est que ils se sont pas simplifié la tâche. Ils ont pas eu un Roglic qui fait que tout d'un coup, tu as un coureur qui va très probablement gagner plein de courses. Oui, genre, c'est sûr. Donc, ils ont pas ce truc-là. Et moi, j'avoue que ça me rend d'autant plus curieux sur cette équipe. C'est pas forcément meilleur, mais en tout cas, j'aime bien son recrutement parce que ça me rend curieux. C'est vrai que, en fait, c'est un peu mon interrogation dans ce que ça va donner en 2024, et c'est ça qui va être intéressant à suivre aussi. C'est qu'on est sur une équipe qui était très marquée pour tenter des coups, prendre des échappées sur les grands tours. On avait les sprints avec Pedersen et les échappées, sinon on voyait très peu les Lidl, les treks. Et là, on a une volonté de vouloir s'inscrire beaucoup plus dans, essayer de grimper dans la hiérarchie, donc aller viser les classements généraux, etc. Et pour ça, je me dis, si tu vises le classement général, Gegenhardt, ça me semble un peu léger. Pour ça, alors certes, début 2023, il a pu montrer son niveau était en train de revenir, parce que depuis son Giro 2020, c'était plus compliqué pour lui. Mais j'ai cette interrogation-là, est-ce que le recrutement est à la hauteur, pour 2024 en tout cas, de ce qui est annoncé, espéré, les objectifs? C'est un peu le doute que j'ai en fait. Ah, peut-être ça, oui. Après, en vrai, à part Roglic, en coureur qui peut permettre de gagner des grands tours, des trucs comme ça, enfin qui peut en tout cas prétendre à ça, il y avait Landa peut-être, et sinon c'est Gegenhardt, hein. Oui, non, après, je dis pas que le mercato était aisé, bien sûr. Une fois que Roglic est pas dispo, tu fais avec ce que t'as, donc ouais, c'est sûr que c'est moins ronflant, c'est moins parlant pour des gens, mais moi, je sais pas. Je suis curieux du fait que c'est pas acquis qu'il y a des victoires qui sont. Voilà, les victoires sont pas acquises. On se pose des questions. Et puis, il y a une construction cohérente de l'effectif. Genre, c'est pas tout d'un coup, hop, on prend 3 giga leaders qui ont gagné 3 grands tours et puis on les ramène. Et oui, c'est sûr que c'est un peu la solution de facilité, ça. Ouais, voilà. Et ça, c'est bien pour les équipes qui le font, mais j'avoue que moi, en tant que suiveur, ça me plaît moins. Ouais, je comprends. Bon, c'est sûr qu'en tout cas, il y a du travail qui va être fait, ça va être intéressant à voir. Puis aussi, par rapport au coureurs qu'ils ont, Mathias Kielmose, qu'est-ce qu'il va donner sur un grand tour, ça va être intéressant. Est-ce que Ciccone va enfin réussir à jouer un classement général sans avoir de pépins? Qu'est-ce que Thibaut Nice va donner cette saison sur route? Il y a quand même de belles questions, de belles espérances qu'on peut avoir autour de cette équipe. Ça, c'est certain. Écoutez, pour finir, moi je voulais vous proposer de parler d'un autre transfert, dernier transfert marquant qui a surpris un peu, c'est la Visma Leasebike, nouveau nom de la team Jumbo Visma, qui a débauché Kian Uijtebroeks de la Bora Hansgrohe.
Andrew qui leur avait débauché Primoz Roglic, donc ça fait retour à l'envoyeur un peu, mais là ça a été géré un peu différemment, puisque on a eu l'annonce un peu surprise de Visma Leasebike qui dit on a recruté Ken Brooks et une heure après Bora qui dit bah non en fait j'avais un peu l'impression de revivre pour ceux qui ont la référence, enfin pour ceux qui suivent la F1 l'épisode de Oscar Piastri C'est vrai. qui arrivait chez McLaren alors qu'il était dans l'académie alpine. C'était assez particulier, assez spécial, donc bon, tout l'imbroglio qu'il y a eu, l'attente, les palabres, les négociations, c'est forcément un peu particulier. Surtout quand on voit qu'après, par exemple, on a Stefanolo, le manager de l'Auto Destiny, qui dit que Richard Plugueux, le manager de Visma Leasebike, aurait tenté de débaucher Andreas Krohn. Oui, apparemment, il aurait fait Voilà. un peu de la même manière. Andreas Krohn qui est encore sous contrat chez Visma Leasebike, chez l'Auto Destiny, pardon. Non, l'Auto Destiny, oui. respect. On va le laisser chez les Belges pour l'instant. Et alors, bon, pour préciser quand même, Richard Plugueux a dit que Andreas Krohn pensait qu'il pouvait quitter l'Auto Destiny pour une équipe World Tour et que du coup, une fois qu'il s'est rendu compte que c'était pas possible, ils ont raté les négociations. Bon, en tout cas, tout ce qui s'est passé, notamment autour de Ken Brooks, ça a pas forcément plu à beaucoup de monde, notamment Cédric Vasseur qui a réagi vis-à-vis du fait que Richard Plugueux, patron du groupement des équipes cyclistes, ça la foutait un peu mal de venir signer un coureur avant d'avoir vraiment concrètement l'accord avec l'équipe en face. Donc bon, ça nous a animé un peu le mois de décembre, parce que sinon on avait déjà tous les transferts, il se passait plus grand chose. Mais ça va être un transfert intéressant à suivre, puis de manière d'ensemble, je trouve c'est pas le seul transfert, pas la seule arrivée qu'il y a chez Visma Leasebike. On a aussi Matteo Jorgensen, on a les jeunes Perschranlang de Hagenes, Johannes Stone Mittet, Ben Telet également qui vient d'Ineos. Je trouve que ça va être intéressant de voir ce que ça va donner et du développement un peu des jeunes qu'il y a autour de la tête d'affiche qui est Jonas Vingegaard. J'ai bien envie de voir déjà par rapport à Ken Brooks, vu tout le ramdam qu'il y a eu autour de sa signature, de son arrivée, etc., de voir ce qui va pouvoir se passer. Il devait être au départ du Giro, je crois, Brooks. C'est ce qui a été annoncé plus ou moins. Donc je sais pas ce que vous en pensez de la signature de Ken Brooks chez Bora, mais chez Visma Leasebike, pardon, depuis Bora. Mais il va falloir faire particulièrement attention en ce début d'année 2024, quoi. Ouais, moi je suis pas trop. Enfin, toute l'histoire, tout ça, les rachats de contrats et tout, j'en suis pas très fan. Tout ce qui est les contrats qui sont de plus en plus longs, même si je comprends que ça puisse, enfin pour le coureur, soit plus sécurisant, mais on risque de se retrouver à un système comme le foot et c'est la dernière chose que je souhaite au vélo. C'est vrai qu'après, ouais, ça rentre dans toute cette interrogation-là. Brooks, je crois qu'il a signé un contrat jusqu'en 2027, Ouais, je mais crois. est-ce Puis on qu'il a va aller vu, jusqu'en puis 2027? c'est pas le seul à avoir signé un contrat à longue durée. On a vu, j'ai plus le nom, mais un jeune Italien chez UAE, Oui, chez UAE qui a signé un contrat pour. 2029? Ouais, voilà, il a signé Ouais, c'est jusqu'en ça. 2029, avec d'abord 2 ans dans la réserve, puis ensuite passé dans l'équipe Retour. Et il a dit que UAE lui avait proposé un contrat jusqu'en 2031. Et que Ouais. lui a dit non, seulement 2029. Enfin bon, c'est quand même très long, sachant qu'il vient seulement de sortir des rangs juniors. Donc après c'est que par rapport à ça, j'ai un peu de vision d'un côté, je me dis bon, c'est pas plus mal aussi de donner un peu de stabilité aux coureurs, de leur assurer un contrat d'une certaine durée. Et de l'autre aussi, si, comme dans le cas de Ken Brooks, ça se passe mal avec l'équipe, parce que visiblement, on avait un peu l'impression qu'il y avait quelque chose qui s'était cassé avec l'encadrement. On voyait Ken Brooks qui était quand même pas mal critique de manière publique envers l'équipe. S'il y a quelque chose qui se passe mal avec l'équipe et qu'il te reste encore 3-4 ans de contrat, c'est compliqué, quoi. Ouais, et puis enfin, si on se retrouve avec des comme Juan Dennis à une époque, des cassures en milieu de saison, tout ça, enfin, ça peut Bah, il y en a de devenir plus en plus, difficilement. hein. Il y a eu Ouais, Demar, il y a eu Van Hoek, il y en a eu quelques-uns. ouais, donc Il y a eu. Ah non, Ewan, ça a été acté en milieu de saison, mais ça a été. non, lui, il a fini la saison, Il a fini la saison quand même. même Non, s'il en a. vrai, il y en a de plus en plus. Ouais, et moi, je suis pas trop fan. En plus, enfin, Brooks, en plus, enfin, sur la Vuelta, il a eu
Je crois que c'est lui qui a eu des déclats, hein, comme quoi Vlasov l'avait pas aidé ou je ne sais quoi. Ouais, c'est parce que c'était sur une étape où Vlasov attaque avec Nico Denz et il a dit bah pourquoi il m'attaque en fait. Vlasov était juste derrière Uijtenbrooks au classement et il a considéré que Vlasov, qui était son coéquipier, bah, n'aurait pas dû attaquer et aurait dû rouler pour Uijtenbrooks. Enfin, Bah oui, il parce qu'en plus, considérait qu'il Uijtenbrooks, qu'il il courait était contre lui quoi. 7e ou 8e du général, effectivement. Donc, j'ai envie de dire, bah non. Enfin, c'est ces déclats-là qui me faisaient dire que bon. Enfin, c'est un enfant, il avait 19 ans. À voir. Hein. Ils ont tous pas la maturité, etc. De genre, non, mais sur des déclats à chaud, franchement, ça m'étonne pas que tu sais, genre, des surcompétiteurs comme ça, ils disent des conneries. Parce qu'en vrai, c'est une connerie ce qu'il a dit. Moi, je suis totalement d'accord. Mais Ouais, j'ai mais pas pour envie moi, j'ai pas envie de trop enfin, lui en tenir rigueur pour l'instant. Non, mais ça démontre un certain tempérament, je suis d'accord. Mais ouais, du coup, enfin, moi, du coup, je le classe dans la mauvaise case. ouais, mais j'ai pas envie de le. En fait, pour moi, du fait de son âge, j'ai pas envie encore de le classer dans une case, tu vois. Genre, pour l'instant, je lui laisse encore le bénéfice du temps. Il n'y a Et pas de on verra. bénéfice chez moi. Il y a pas de bénéfice. Sauf quand t'es espagnol. Ou Ouais, mongol. du tout. Oui, une impartialité pure et Évidemment, dure évidemment. ici. Ah oui, c'est ton Non, fort mais hein, ouais. ça, non. Après, typiquement, Jorgensen, ça Par m'embête. contre, Jorgensen, moi, ça me fait beaucoup. Enfin, moi, en tout cas, ça m'énerve. Enfin, en fait, j'aime Clairement, beaucoup le moi, coureur et ça me reste en travers parce que vraiment, j'aimais trop sa progression chez Movistar. enfin, et au pire, qu'il parte de Movistar, soit, voilà, si tu veux, exactement. mais va pas chez Jumbo, Mais il va l'arbiner partout. chez Visma, il va faire. Ouais. Il va faire une Ils vont Sivakov, l'utiliser quoi. sur les pavés, sur les courses par étapes. Enfin, ils vont le cramer. Après, pour le coup, Matteo Jorgensen, enfin, alors, d'un côté, je rejoins un peu ton côté, Anselme, de se dire, bon, bah, Jorgensen, c'est quand même un coureur qui est extrêmement prometteur et qui, chez Movistar, avait des latitudes assez importantes pour être leader. Mais de l'autre côté, je me souviens, il avait posté un thread sur Twitter au printemps pour expliquer que il faisait pas mal de travail par lui-même pour progresser, d'investissement par lui-même. Et, Ouais, j'avais vu le trade aussi. Il avait montré tout son programme d'entraînement, enfin pas tout son programme d'entraînement, mais une partie de son programme d'entraînement et oui, tout. voilà. C'était intéressant. Et pour un coureur qui fait beaucoup d'efforts par lui-même, qui s'intéresse beaucoup à tout ça, je me dis que je peux comprendre la volonté de vouloir rejoindre une équipe qui est extrêmement organisée comme Visma, qui met beaucoup de choses en place, même si bon, c'est pas les stages qui font, c'est pas uniquement les stages. Il aurait pu aller chez DSM aussi. DSM, ils sont comme ça. Hein. Ah oui, là c'est encore plus radical chez DSM. Mais voilà, et je pense sincèrement, que ça aurait été un feat qui aurait été très intéressant. Jorgensen chez DSM, moi j'aurais bien aimé voir. Après aussi, du côté de DSM, c'est un autre système. Faut aussi, je pense, du côté de DSM, enfin de ce que j'ai l'impression d'en avoir compris du management, faut accepter de complètement délaisser le hors-course et de juste se concentrer sur courir et appliquer à la lettre ce qu'on te dit. Peut-être pas forcément facile pour tout le monde, il suffit de voir le nombre de contrats qui ont été cassés. Jumbo, ce sera vraiment la liberté. Oui, c'est ça. Ils ont l'air un chouïa tatillon aussi. Oui, mais c'est peut-être il y a peut-être un peu plus d'échanges que chez DSM, de ce que j'ai l'impression d'en comprendre en tout cas. Mais c'est pour ça que du côté du Jorgensen, j'ai envie de dire, je peux comprendre la volonté de rejoindre une équipe qui est organisée sur tous les aspects et qui est en plus la meilleure, de se dire bon bah ça va peut-être m'aider à franchir encore un cap. Donc tu penses que lui dans son esprit il y va pour potentiellement, donc peut-être pas cette année, mais à terme être un leader de la Visma. Bah j'imagine en tout cas, j'imagine qu'il a pas abandonné. Le problème c'est que j'ai du mal à le voir leader en fait, parce que je suis pas sûr qu'ils vont lui, par exemple cette année, je sais pas s'ils vont vraiment lui donner sa chance en fait à un moment. Moi c'est ça qui me fait peur. C'est ce qu'ils vont lui juste tout simplement lui, à part sur des sous-courses, sur des vraies courses, sur des courses d'une semaine World Tour, est-ce qu'ils vont lui laisser le leadership à un moment? Bah, ce que je me peut-être, dis, peut-être que je me trompe. Je crois que sur Paris-Nice notamment déjà, il sera par leader exemple, de sur l'équipe. Paris-Nice, il est annoncé avec Kelderman apparemment. Voilà. Mais le truc en fait, c'est que si tu regardes en montagne chez Visma Lease the Bike, t'as Vingegaard, t'as Sepkus, c'est pas forcément toujours une valeur sûre et qui c'est pour l'instant davantage montré fiable en tant qu'équipier qu'en tant que leader. Et derrière, ça reste assez ouvert. Matteo Jorgensen à sa place comme deuxième leader en montagne. Il est peut-être à peu près du niveau de Uijtenbrooks, quoi. Maintenant, pour moi, Uijtenbrooks c'est le meilleur en montagne. T'as Uijtenbrooks et maintenant t'as même Van Aert qui veut faire un grand tour. Non, mais et franchement, on en rigole, mais Van Aert qui veut vraiment jouer le classement général d'un grand tour, ça peut faire peur. Hein. Après, je sais pas s'il a dit vraiment vouloir jouer le général du Giro.
Ok, A priori, il va pour les étapes. Ouais, ok. voilà. J'avais cru comprendre que c'était pour le. Bah, à un moment, c'est ce qui était sorti, mais a priori, il va pour les étapes. Ok. Mais donc non, oui. Et, en vrai, il peut être actuellement, c'est quoi? Pour moi, actuellement, en grimpeur, il est au niveau de Calderman, quoi. Ouais, le coureur Et, qui gagne jamais. Voilà. Non, mais il est au Vraiment. niveau de Calderman. Et en fait, le truc, c'est qu'il a une polyvalence qui va être trop bien pour la Jumbo en tant qu'équipier. Mais pour lui, pour briller, j'ai du mal à le voir. Et puis en plus, à l'inverse d'un Laporte qui est un peu dans la même situation, lui, il est polyvalent sur plutôt classement général, montagne, tout ça. Donc difficile de lui laisser une victoire ou un truc comme ça. Et même profiter de la domination de Jumbo, enfin, ou d'une surreprésentation, Ouais, je pense que c'est moins jouable. à voir. Bon, moi je le mets quand même devant Kelderman au moins en montagne. Parce qu'il fait top 10 de Paris-Nice, deuxième du Romandie l'année dernière, vainqueur du Tour de Man. Ouais, enfin, Kelderman, c'est podium de grand tour. Hein. Bon, il y a 3 ans déjà, mais. Oui, voilà. Non, mais l'année dernière, c'est 4e du Tour de Suisse. Ouais, et puis le truc, c'est qu'en fait, l'année dernière, Kelderman, il est déjà dans un rôle d'équipier. Oui. Voilà. La seule fois où il a eu sa chance, c'est Tour de suisse et il fait 4, quoi. Ouais, peut-être. Faudra voir en fait la répartition des rôles. À la limite, pour moi, la plus grosse interrogation dans la saison, c'est de voir comment ils vont courir les Flandriennes. Est-ce que l'objectif, ça va être vraiment de Les faire tout Flandriennes, pour c'est que encore- Van Aert gagne Je pense qu'on va le voir, Ronde c'est 2 ou comme Roubaix? Quickstep avec Boonen à l'époque. Hein. Tout pour Van Aert. Enfin, moi, je trouve ça trop dommage parce que quand Pour moi, t'as. tant quand t'as mieux, la- hein, parce que s'ils quand- peuvent mettre tout sur Van Aert et qu'ils gagnent rien, ça me va très bien. Ouais. Ouais, mais par exemple, imagine. Moi, je veux bien que ça. Franchement, je veux bien voir Laporte ou Van Baarle gagner des courses, hein. Mais de façon, genre avec du mouvement de très tôt, etc. Franchement, je suis chaud, moi. Hein. Ouais, parce que tu vois, enfin, la grosse interrogation que j'ai pour moi, c'est quand tu regardais le PowerPoint de leur pré-saison 2023, ils ont coché tous leurs objectifs, gagner les grands tours, bon, finir numéro 1 mondial, ils se sont fait avoir. Mais le seul truc qui manquait, c'est remporter un monument flandrien. Et Van Aert, il a une pression monstrueuse en Belgique. C'est aussi pour ça qu'il va pas jusqu'au mondiaux en cyclocross, qu'il fait une saison un peu light, pour se concentrer sur les Flandriennes. D'ailleurs, il est pas si ouf en cyclocross. Enfin, il Oui, est pas parce dégueu, que voilà, c'est justement parce que il se prépare pas beaucoup en cyclocross, il fait ça voilà, dans le cadre de sa préparation plus que dans le cadre de la compétition. J'ai vu que Van Aert aussi allait faire un stage avant les dernières Flandriennes, avant le Ronde 2 notamment. Donc il fera pas Milan-San Remo, je crois. Ah ouais, carrément. Notamment, ouais. Il fera Ouais, il fait l'Estradé. pas Milan-San Remo, c'est Laporte le leader de. C'est ça, il fera l'Estradé et après il partira en stage et il reviendra pour la fin des Flandriennes. Ok. Parce que ils se disaient en fait que Visma l'année dernière, ils se sont dit en début de saison, en sortie de stage, on a super bien fonctionné, mais après en arrivant sur les monuments, c'était plus compliqué. Donc ils sont partis dans l'optique de dire ok, Van Aert, après l'Estradé, avant le round 2, tu vas en stage, comme ça au moment du round 2, tu reviens de stage et si on se dit que l'année dernière ça a super bien marché, et ben là ça devrait aussi super bien marcher. C'est ça, À il a voir. un mois de pause entre Kurn et l'E3, a priori. Voilà. En vrai, moi, ouais. Non, mais ça peut bien se passer, mais déjà, à voir, en fait, moi, sur le rond, déjà, à voir si Pogacar le refait. Parce qu'en vrai, moi, si Pogacar le refait, il peut juste le gagner, et voilà, quoi. Enfin, il y a moyen A que priori, juste il n'est pas prévu. Pour l'instant, il n'est pas prévu, de ce que j'ai vu, mais on sait jamais avec lui. Donc voilà, et peut-être, en vrai, peut-être Paris-Roubaix. Pour moi, là où il a le plus de chance, c'est Paris-Roubaix, à voir. T'es en Mais train c'est de pas simple, remarquer. hein. Oui, c'est pour ça que je me pose un peu la question en fait. Est-ce que fera Visma autour de Van Aert? Est-ce que ça va être tout pour Van Aert ou plusieurs cartes autour de Van Aert? Ça sera Après, il la doit grande avoir la interrogation. carte aussi. Je pense qu'il doit aussi pas mal viser les JO. Hein. Ouais. Parce que je pense que ça lui convient très très bien. Enfin, surtout la boucle finale dans Paris, c'est pour du Van Der Poel, du Van Aert, des coureurs comme ça. Quoi. Oui, avec le Ou petit du circuit Sven à Bayard, Montmartre. qui est déjà Ah, sélectionné. mais, non, mais vraiment, surtout que je connais, donc moi j'ai grandi par là-bas, donc je les connais toutes les rues, et vraiment ça va relancer, enfin c'est de la relance tout le temps Ouais, en fait. bah, Donc, ça va être un peu le style qu'on a eu cette année au championnat du monde. On a Geoffrey Ouais, mais qui on nous va- fait la reco secteur par secteur sur Roubaix. Toi, tu nous feras rue par rue à Montmartre. Ah bah oui, hein. Plaque d'égout, plaque d'égout. Bon, voilà, en tout cas pour les principaux transferts. Alors évidemment, on n'a pas tout évoqué. Hein, je m'étais noté parmi les autres transferts un peu importants Nairo Quintana, qui fait son retour chez Movistar après une année blanche
suite à sa disqualification du Tour de France 2022 pour un contrôle positif au tramadol. Tramadol qui d'ailleurs, depuis le 1er janvier, est officiellement interdit, est officiellement rentré au règlement antidopage de l'Agence mondiale antidopage, et plus seulement au règlement médical de l'UCI. Ce qui fait qu'on a vu aussi le français Alex Baudin qui s'était fait choper et qui s'était fait déclasser du Giro l'année dernière et qui a été mis de côté par G2R et réintégré en toute fin d'année. Principaux transferts, on a aussi Mikel Landa, ça va faire plaisir à notre fan numéro 1 sur le groupe Eto, qui quitte Bahreïn et qui rejoint Soudal, aux côtés de Remco Evenepoel. On a la Jayco qui récupère Luke Plapp et Caleb Ewan. Et Caleb Ewan, Théo en parlait un petit peu, c'était compliqué un petit peu du côté de la Loto, ça se passait pas très bien. On verra. Ouais, Jayco, beau mercato avec également Schmidt et Valscheid, c'est costaud, j'aime bien. Ouais, ça peut faire partie des équipes à suivre cette saison 2024. J'ai noté aussi UAE, alors il y a pas vraiment de leader comme on avait pu avoir par exemple l'année précédente avec Yates par exemple, Adam Yates, mais on a du Pavel Sivakov et on a aussi des jeunes comme Antonio Morgado, Isaac Del Toro aussi, le jeune Mexicain qui a remporté le Tour de l'Avenir en 2023. Donc faudra voir tout ça. Et puis je me suis noté également Fabio Jakobsen qui quitte Soudal Quick-Step pour rejoindre DSM. Oui, c'est un très gros transfert ça aussi quand même. C'est quand même à noter, avec aussi Warren Barguil. Tu sens le pari un peu... Tu le sens pas trop, Jakobsen, chez DSM? Le sprinter qui quitte Quick-Step, généralement, ça flop. Et en plus, Jakobsen, son Tour de France, c'est plus que moyen. Donc, moi, j'ai confiance en lui, tu vois. Pour le coup, Jakobsen, il avait chuté au 2e sprint. Moi, j'y crois pas trop. Et puis en plus, quand on voit comme... Je sais pas, Ouais, mais là, ça va pas se passer comme avec Dainese, tu vois. Pour moi, c'est pas genre... ça. Ils vont pas faire genre en mode... Bon, faut espérer qu'ils soient mieux gérés, oui. Tu lances le sprint pour je sais pas qui, d'ailleurs. Parce que Dainese, ils ont géré ça n'importe comment. Son Giro, mais ils Dainese, vont faire un seul sprint. Puis je suis quand même d'accord avec Anselme sur le fait que Dainese, la gestion du côté de DSM était parfois assez incompréhensible. Je suis curieux de voir ce qu'il va faire chez Tudor, d'ailleurs. Oui, justement, Tudor aussi, alors c'est pour finir sur les transferts de hipster, mais parce que t'avais lancé sur Burgos, mais Tudor, il avait aussi noté une OX avec Kort Nielsen ou Leknesund. En 2e division, ça va être sympa aussi. Et en fait, je pense que ça vient notamment surtout il y a des équipes qui visent plus grand, mais la nouvelle réforme où les points vont jouer énormément et pour jouer et pour espérer monter et surtout pour pouvoir faire les grands tours et ce genre de trucs. Ouais. Ça oblige les équipes, là où les équipes, notamment italiennes et espagnoles, à une époque, elles se reposaient sur leur nationalité. Là, elles vont être obligées d'aller chercher des points. Et je pense qu'ils font plus gaffe aujourd'hui que la dernière fois qu'ils ont fait ça en 2013, là, quand AG2R ou Euskaltel, ils étaient chercher des Asiatiques pour choper des points. Là, on sent que c'est un chouïa plus réfléchi. Il y a 2-3 équipes comme ça. Même Euskaltel devrait recruter ses Fouché, je crois. Mais oui, après, pour finir sur un peu tous ces transferts, les équipes de 2e division, faut pas oublier qu'il y a en effet à la fois les 2 invitations automatiques sur toutes les courses par étapes pour le Tour qui sont attribuées aux 2 meilleures équipes pro team de l'année précédente, et ce qui va aussi concerner de plus en plus d'équipes. C'est que les courses par étapes ? Que les courses par étapes. Enfin non. Ah, okay. Toutes les courses pour le Tour, pardon. Et la 3e équipe Pro Team est invitée seulement sur les classiques. Et ça sera en l'occurrence cette année une X. Total n'aura aucune invitation automatique. Et d'ailleurs, il faut aussi noter que ça concernera plus les petites équipes, mais à terme, dans les règlements de l'UCI, seulement les équipes qui sont dans le top 30 UCI pourront participer aux courses pour le Tour. Ce qui n'est pas le cas, loin de là, de toutes les équipes Pro Team, comme par exemple le Scaldal, tu en as parlé, Anselme. Voilà en tout cas pour les transferts de manière générale. On va parler un petit mot sur les équipes françaises. On va faire dans l'ordre alphabétique les World Tour, puis l'équipe Pro Team. Alors déjà, Arkea qui change de nom avec le retour de BNB Hotel, qui s'appellera donc Arkea BNB Hotel, qui avait déjà un peu entamé sa mue avec l'arrivée d'Arnaud Démare en août dernier, et qui continue avec notamment l'arrivée de Florian Sénéchal et de Miles Codson, qui vient dans la foulée d'Arnaud Démare pour reconstituer le train du français. Sénéchal qui viendra d'ailleurs à la fois pour le train de Démare et pour jouer les classiques.
avec les départs notamment de Warren Barguil et de Hugo Hofstetter. Qu'est-ce que vous pensez du recrutement d'Arkea BNB? C'est une équipe qui vraiment progresse pour le coup avec ce mercato? Bah, avec Demar, tout ça, ça progresse vachement au niveau World Tour, même si est très axé sprint. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'arrivée d'Albanese, qui arrive de chez Holo, et qui peut typiquement venir chercher peut-être des victoires ou des des points accessites aussi, hein. sur toutes les semi-classiques qui arrivent en petits groupes ou dans des échappées. C'est un peu un profil à la Vendrame qui lui est chez AG2R, mais Albanese a peut-être la régularité en plus. Ouais, pour moi, Albanese, c'est meilleur que Vendrame. Parce que vraiment, l'année dernière, bon, il court beaucoup en Italie et en Conti, mais il a un nombre de top 10 assez impressionnant. C'est vrai que Plus justement, de podium, tout ça. l'arrivée d'Albanese me refait penser un peu du côté d'Arkea à ce que faisait Israël il y a quelques saisons, hein, c'est-à-dire empiler les sprinters qui peuvent faire des top 10 assez facilement. Alors, genre, on a Albanese qui vient avec Biermans, qui a à peu près le même profil de sprinter qui passe bien les bosses. On a Amaury Capiot, on a David Decker, on a Après, Après, Albanese, Dan c'est un Maclay, peu Luca particulier, Mozzato. hein. Ouais, Albanese, pour Pour moi, moi, c'est vraiment Albanese, c'est un plus un puncher, puncher. sprinter. Ouais, voilà. Ouais, mais Plus il est que- dans cet entre-deux d'être un peu, aussi un peu sprinter. Il y a un Bah, côté où si pour moi, les autres. si tu comptes sur les points, c'est intéressant d'empiler des coureurs de ce style-là, quoi, aussi. En fait, pour moi, ce qui est bien, ce qui est intelligent, c'est vraiment un Albanese par rapport aux autres. Où en fait, pour moi, les autres, c'est vraiment des coureurs types pour vraiment avoir des points sur les classiques françaises et les classiques belges. Alors qu'Albanese, lui, je trouve il est plus puncher et il va plus tenir les gros, enfin les vraies difficultés de plusieurs kilomètres, etc. Bah, sur les classiques italiennes, il va être là. Et c'est actuellement ce qui leur manque un peu. Donc, ils vont diversifier un peu je pense, leur calendrier également. Et je pense qu'il va bien les aider. Autre chose à ajouter sur Arkea? Ouais, moi, j'attends de voir ce que va faire Garcia Pierna, qui était champion du chrono espagnol en 2022. D'accord, donc en fait, tout ce que vous me parlez, c'est Albanese, Garcia, alors Florian Sénéchal ou même Clément Venturini, Bah, on s'en t'en fout. as parlé un peu, et puis Bah, là, Venturini, c'est un remplacement à peu près poste pour poste pour Hofstetter. Hein. C'est le même style de coureur. Et en vrai, Sénéchal, je suis content de le voir là. J'ai hâte de voir ce qu'il peut faire en tant que leader. Bah, du coup, sur les pavés, on verra. Ouais, et puis enfin, c'est des coureurs, ils ont déjà évolué à ce niveau-là, donc il n'y a pas non plus de nouvelles. Toi, tu veux des surprises, tu veux de la nouveauté, de l'audace. Bah, c'est ça. En vrai, je suis C'est ça. d'accord. Hein. Enfin, j'ai envie de dire, Venturini, c'est cool. S'il gagne une belle course, c'est cool, mais derrière, il manque un petit truc quand même pour que ce soit vraiment intéressant au niveau World Tour. Bon, après, pour finir sur Sénéchal, aussi, hein, ce qui peut être intéressant, c'est de voir déjà s'il arrive à faire une campagne de Flandrienne sans trop de pépins et d'arriver à se relancer, parce que dans ce qu'on voyait sur ses interviews, il y avait quelque chose qui marchait plus concrètement du côté de Soudal, et il disait que notamment, pour la petite parenthèse, il disait Soudal, Quickstep en s'axant sur Evenepoel, délaisser un peu les classiques, donc changer d'environnement, ça peut lui faire du bien aussi. Donc après Arkea, la deuxième équipe dans l'ordre chronologique, c'est Cofidis. Cofidis qui a pas mal bougé. Pour le coup, pas mal de transferts, mais pour le coup, on va dire deux pertes importantes. Victor Lafay, qui part chez Decathlon AG2R, et Max Walscheid, qui part chez Jayco Alula, on en a parlé déjà. Au rang des arrivées marquantes, on peut avoir Ben Hermans, qui vient d'Israël Première Tech. On a Gorka Izagirre, qui rejoint son frère et qui vient de la Bovistar. On a également un coureur comme Kenny Elissonde. Oldani. Et Stefano Oldani aussi, qui peut être pas mal du côté d'Alpecin. Non, mais c'est un bon profil, pareil, pour scorer un peu partout. Sur des classiques, pareil, pas au niveau World Tour, au niveau un petit peu en dessous. Bonne pointe de vitesse, qui passe bien les bosses. Voilà, c'est le profil de grand tour. Ouais, c'est vrai. Pour le coup, le mercato de Cofidis, comment vous l'évaluez au niveau de arrivée, départ et de l'équilibre d'ensemble? Je dirais qu'ils sont un peu perdants quand même. Ouais, quand même. Parce que Lafay, Walscheid et Consoni également, c'est quand même, même Rochas, on pourrait le mettre, c'est quand même des très bons coureurs. Et en fait, ils sont remplacés par Ben Hermans, Gorka Izagirre. Voilà quoi. Je suis pas très très fan. Milan Fretin, c'est pas dégueu aussi, mais voilà, c'est pas le même niveau pour moi.
Ouais, et puis Pierre-Luc Perrichon. Ah oui, c'est pas rien. Ça, c'est fini. Hein. Mais bon, Ah. départ en retraite de Pierre-Luc. Ça. Et moi, dans les arrivées, sur lequel je vais jeter un œil, c'est Aniolkowski. Pareil, un peu un nom à la con, mais il avait été pas mauvais en 2021 chez Bingol, sa première année. Il est un peu rentré dans le rang derrière et je me dis, bah pourquoi pas. Ah, moi, j'arrive pas à y croire. Hein. Pour moi, c'est vraiment, il a atteint son max et voilà, il va faire des petites placettes sur des sprints non World Tour ou Tour de Pologne et puis voilà. Bah, ça dépendra pas mal du rôle qui lui sera donné en fait dans l'équipe. Ça, mais moi, je pense qu'il peut être peut-être plus intéressant qu'un Chimolai ou un Consoni en second sprinter. Alors que Timolai probablement, que Consoni non. Consoni pour moi c'est un niveau au-dessus. Ah, mais Consoni, il gagne pas en fait. C'est ça le problème. Bah, Aniolkowski il gagne pas non plus. Hein. Aniolkowski, Peut-être qu'il peut. c'est des victoires sur le Tour de Grèce. Le Tour of Ah non, mais Hellas. c'est clair, mais enfin, il a été champion de Pologne aussi. Oui, bon, d'accord. Mais non, c'est clair que c'est des petites victoires, mais bah, je me dis pourquoi pas. On sait jamais. Hein. On sait jamais. Ah mais il faut y croire, il faut y croire. Non, mais il moi, faut y croire. tu vois, c'est un coureur qui est relativement jeune, qui a jamais couru de grand tour, tout ça. Donc, en fait, je me dis, il a le profil pour avoir encore une marge de progression. Mais pour moi c'est plus Milan Fretin qui m'intéresserait à ce niveau-là. Plus jeune, on sait pas exactement jusqu'où il peut monter. Franchement, pour moi c'est celui sur lequel je pense que je vais plus regarder quoi. En plus il est passé par la Lotto U23. Donc... Étonnant. Non, mais oui, ça se regarde aussi. Hein. Enfin, de toute façon, globalement, les coureurs qui passent chez Sport Vlaanderen, il faut toujours garder un œil dessus parce que généralement, ils sont pas dégueux. Bon, après, c'est vrai que pour finir sur Cofidis, j'ai envie de dire, il y a peut-être un peu l'aspect de l'impression qu'ils ont beaucoup essayé de conserver Victor Lafay. Notamment, on a vu qu'il lui avait proposé une offre supérieure à celle de Decathlon G2R. Et finalement, tu te rends compte un peu tard dans le mercato que tu perds Victor Lafay. Et c'est peut-être un peu tard pour réagir, ou en tout cas, ils n'ont pas réussi à vraiment recruter, compenser les départs. Lafay n'est pas le seul départ, évidemment. Il y a des coureurs un peu âgés comme Ben Armas, Gorka Izagirre, des coureurs qui peuvent être des promesses comme Milan Fretin. Et puis on n'oubliera pas le retour en pro d'Alexis Goujard. Après, pour moi, Lafay, on en fait tout un foin avec sa victoire sur le Tour de France, mais aujourd'hui, c'est pas un leader World Tour. Cofidis aurait eu plus à perdre à lâcher Izagirre, Herrada ou un truc comme ça que Lafay. Herrada, c'est pas non plus un leader World Tour. Qui ça? Herrada. Pour moi, Herrada, c'est un peu la même forme de Lafay, sauf qu'il est plus régulier, quoi. Non, je suis pas d'accord. Herrada, il arrive à gagner plus souvent, enfin, il joue plus souvent la gagne en World Tour. En World Tour? Il est plus sûr. Bah, c'est des échappées du Tour d'Espagne. Ouais, sur des étapes, mais pour une équipe comme Cofidis, évidemment, ils vont pas jouer le général du Tour d'Espagne. Mais Herrada, tu peux plus compter sur lui. Lafay, il a fait 2 étapes sur le Tour de France assez folles. Et puis, derrière, on en fait le futur vainqueur de Liège-Bastogne-Liège. Je suis désolé. Non, il a fait 6ème de Liège également cette année. Pas de Liège, de la Flèche. En fait, c'est juste En fait, je suis d'accord pour dire que vraiment, il y a un côté régularité chez Jesus Herrada qui est plus intéressante. Mais je pense que ils auraient dû sincèrement conserver Lafay parce que déjà leader français, même si bon, Cofidis implémenté en Espagne, ça y a pas de souci, mais leader français et vraiment qui a dans les grands jours, on voit qu'il est capable de faire des folies quoi. Chose que je pense Herrada n'arrive plus maintenant. En fait, on connaît son niveau et il a un très bon niveau, c'est un super coureur que j'adore, mais il peut pas gagner, l'étape à la pédale en Tour de France, tu vois. Pour faire la transition de Victor Lafay qui quitte Cofidis vers Decathlon AG2R la mondiale, la 3e équipe française du World Tour, nouveau sponsor également. Au revoir Citroën, bonjour Decathlon. Finalement, niveau départ, on a Greg Van Avermaet qui prend sa retraite, on a Clément Venturini et Marc Sarro qui quittent l'équipe, et on a les arrivées donc de Victor Lafay, on en a parlé, mais aussi de Sam Bennett, Bruno Armirail notamment. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce mercato de Decathlon AG2R qui, visiblement, va un peu relancer quelque chose, avec notamment l'arrivée de Sam Bennett? En vrai, ils perdent pas grand-chose et ils tentent des paris, donc oui, pourquoi pas.
Ils ont une ossature à peu près solide avec le duo Connor-Gall. Après, Cosnefroy, c'est un Lafay amélioré un peu. On va dire un peu plus Il est moins monotype, quoi. constant. Ouais, il est régulièrement ou dans le coup pour la gagne ou actif. Sur les, on va dire, classiques pour le tour, plus seconde zone que les monuments, mais il est quand même pas mal. Après, Bennett, moi, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Il a été très fort à une époque. Après, AG2R et le sprint, Ah, c'est compliqué. Hein. la dernière fois que ça a fonctionné, c'était avec Nazon et Kirsipu, et c'était il y a 20 ans. J'avais été regarder la dernière victoire d'un coureur d'H2R au sprint. C'était Utarovic sur le Tour de Pologne 2014. Donc ça va faire 10 ans. À un moment, je me suis dit, ça doit être Mondori, mais c'est vrai que Utarovic est repassé à Non, AG2R. Mondori a pas gagné au sprint. Enfin, en World Tour en tout cas. Mais Utarovic a gagné sur le Tour de Pologne où il y avait finalement quand même assez peu de concurrence à ce moment-là, on va se l'avouer. Mais c'est vrai que c'est quand même très compliqué depuis Kirsipu, au niveau du sprint, chez G2R. J'avoue quand même que Sam Bennett, le transfert Sam Bennett de Bora chez Decathlon à G2R, c'est la grosse interrogation de ce mercato pour moi. En fait, le problème, c'est pour les deux parties en fait. Parce que Sam Bennett, depuis qu'il a quitté Quick-Step, et ses problèmes de genoux, le feu vert qui voulait plus le faire courir, il a fait 2 saisons en demi-teinte chez Bora où Van Poppel le faisait gagner, mais lui tout seul c'était compliqué. Là il arrive chez AG2R tout seul. AG2R qui n'a pas de culture sprint. D'ailleurs en plus on entend des rumeurs comme quoi l'équipe essaierait de faire venir Edvald Boasson-Hagen en dernière minute parce qu'ils se rendent compte que c'est vraiment la merde au niveau de la préparation du sprint. Apparemment, ils se rendraient compte que ça serait compliqué. Ce qui serait pas non plus un très bon message pour lancer la saison. Mais c'est la grosse interrogation de voir ce que ça peut donner en fait dans les deux sens. Ah non, mais parce qu'en fait, AG2R, Kirsipu, tout ça, ça marchait parce que c'est des gars qui se débrouillaient tout seuls. La Bennett, il a besoin d'un train. En vrai, à la rigueur, un gars comme Nyssen, tout ça, ça peut être utile pour l'amener, mais il n'y a personne pour le déposer aux 200 mètres. Bah, en vrai, limite, un des meilleurs sprinters qu'ils ont, c'est la recrue qu'ils ont récupérée, comment ça s'appelle, Paul Fleet. Bah, le meilleur sprinter dans l'effectif actuel, pour moi, c'est Gotera. Mais Gotera, c'est sa 2e saison pro. C'est comme Paul Fleet. Ah, c'est un sprinter, Gotera ? Ouais, Gotera, c'est un sprinter un peu costaud. C'est pas vraiment le pur sprinter. Okay. De toute façon, on a plus de pur sprinter en France, vraiment, à proprement parler. Démarre un peu tout seul dans cette catégorie-là. Mais même Paul Fleet, ça va être sa première année pro. Si tu lui dis, bon, bah, première année pro, tu vas lancer Sam Bennett. Ah, c'est ça, va jouer de l'épaule avec Van Poppel. Enfin, le pauvre, il va finir. Ça fait beaucoup, quoi. Les barrières. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais non, mais c'est ça. En fait, c'est con parce qu'ils ont du bourrin un peu capable qui pourrait rouler au kilomètre ou des trucs comme ça. Ils en ont plein, même. Enfin, tu vois, ouais, ils ont quasiment que ça en fait. Mais ils ont pas de poisson pilote. Et même Boasson-Hagen, pareil. Je le prends pour faire le kilomètre à 500 mètres. Mais je pense qu'il y a 3 saisons, ok, il aurait fait poisson pilote, mais là, je pense que c'est un chouïa juste. Ouais, bon, on sait pas si c'est fait, en tout cas, à l'heure à laquelle on enregistre ce podcast. Ah, c'est juste une des rumeurs. Ouais, c'est une des rumeurs qui est sortie, là. Voilà. Mais bon, en tout cas. En vrai, j'ai envie de dire, ils peuvent tenter Vendramé en poisson pilote. Hein. Mais même. Bah, en vrai, oui. Non, mais c'est vrai que ça fait partie. Bah, Vendramé, ça fait partie des plus rapides. Après un Belge, un Stan de Wulf ou un Dries de Bond, ça peut lancer un peu. Ouais, c'est ça. En tout cas, alors Dries de Bond, il a un peu d'expérience, quoi. Pour évoquer Stan de Wulf, en tout cas, lui ne fera pas les Flandriennes, parce qu'il a une opération de l'artère iliaque, je crois, il me semble. Donc il espère juste vraiment pouvoir revenir pour le Giro. C'est dire comme quoi ça aurait été une des pièces majeures, enfin peut-être le meilleur coureur sur les Flandriennes pour Decathlon. À voir ce que ce et il n'y sera pas. Bah, je suis pas sûr qu'il ait envie de retenter l'expérience du Tour des Flandres en tout cas. Ok. Mais bon, après c'est vrai que pour finir sur Decathlon, Dyson, ça c'est pas dégueu sur les pavés, non? Ça fait quelques temps que c'est plus compliqué. Malheureusement. Depuis 3-4 saisons. C'est vrai que c'est plus trop ça. Mais bon, pour finir sur Decathlon, à la limite, du côté du sprint, la meilleure recrue, ça serait peut-être Sébastien Joly, qui était le DS attitré autour d'Arnaud Démarche et Groupama FDJ, qui peut peut-être arriver à insuffler cette culture, cette stratégie du sprint dans l'équipe. Quand tu nous as sorti le nom Sébastien Joly, je me suis dit, mais attends, c'était un coureur, mais il y a longtemps, ça. Je capte que tu parles du DS. Je ne me suis pas trompé, non, c'est bien une arrivée en directeur sportif, en effet.
Et là aussi, on fait la transition. Alors, Sébastien Joly qui vient de Groupama FDJ, voilà, la c'est 4e beau, les équipe française transcrits. du World Tour. Magnifique. Groupama FDJ qui a perdu, hors Sébastien Joly, qui est d'ailleurs pas le seul DS à quitter l'équipe. Il y avait bien évidemment le départ en retraite de Thibaut Pinot, mais on a eu aussi Arnaud Démare qui était parti en août. Et on a après aussi des coureurs comme Bruno Armirail qui a rejoint Decathlon, Jake Stewart qui part chez Israël, ou encore Michael Storer qui part chez Tudor, avec des arrivées de coureurs qui ne semblent pas être des leaders, hein, principalement Rémi Rochas, Clément Russo ou Marc Sarro, peut-être Matthew Walsh un petit peu, sur certains aspects. Qu'est-ce que vous pensez du mercato de Groupama FDJ ? Pour moi, en fait, c'est dans la continuité de leur mercato 2023, enfin 2022-2023. C'est-à-dire que en 2022-2023, ils ont fait monter vraiment tous les jeunes, certains qui ont explosé, d'autres qui sont encore en attente, mais vraiment, il y a plein de jeunes et en fait, faut leur laisser la place. Et donc, du coup, il y a certains leaders plus ou moins jeunes qui s'en vont. Et ils vont pas recruter d'autres leaders d'un âge plus âgé pour les remplacer. Je pense qu'ils veulent laisser de la place pour les jeunes et ils le font plutôt bien. Clairement, ils sont perdants au niveau des points entre 2023 et 2024, mais je pense que c'est pas bête. Et si un Grégoire Martinez a continué à s'améliorer, même Robin Thompson, Sam Watson, etc. Enfin, je pense que c'est un bon mercato pour moi. Anselme ? Je sais pas, moi, pour moi, clairement, là, ils sont perdants. Oui, évidemment. Ils sont perdants. Derrière, Marc Sarro, je vois pas vraiment ce qu'il vient faire ici. Je crois que c'est pour être pépé, si je dis pas de bêtises. Oui, Poisson pilote. alors je crois que dans l'idée, c'était poisson pilote pour Paul Penouette, mais Paul Penouette qui s'est fait une blessure à la Groupama FDJ, c'est-à-dire un truc improbable, il s'est fait les croisés. Ah merde. Oui, voilà, donc il va pas pouvoir courir de suite. Mais du coup, Marc Sarro pourrait avoir sa carte à jouer sur les sprints au moins au début de saison. Ouais, mais pour faire quoi? Ça, la question, c'est je le vois pas jouer vraiment. Bon, en tout cas, il devrait pas être moins bien entouré que chez AG2R. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Ça se trouve, c'est ça qui lui manquait. Ça se trouve, on va se rendre compte qu'un vrai train, c'est le meilleur sprinter du monde. J'y crois pas du tout. Mais peut-être que ça lui permettra de gagner une ou deux courses, pourquoi pas. Mais ouais, ça va faire clairement un manque. Puis derrière, je sais pas, ouais, en fait, ils recrutent des coureurs qui vont. Le 8-12, bon, c'est plus pour l'avenir. Matthew Walls, ça sprint un peu, mais pareil, en fait, c'est des coureurs, ça va jouer les Coupes de France, les Pro Series, tout ça, mais en World Tour, c'est trop juste. Alors certes, Rochas, ça fait gagner une course par étape pour le Tour, bon, Tour de Guangxi. Mais quelle course par étape, hein, vraiment. Hein. Ah oui, vraiment, ça a soulevé les foules. Wow. Bon, après, Donc, ouais, non, je sais pas, je suis pas emballé là par la Groupama. Bon, pour finir sur Groupama SDJ, je dirais, enfin, de mon côté, je dirais que c'est un. On voit que l'équipe manque un peu d'argent en fait. On voit Marc Madio depuis quelques mois, depuis un petit moment, qui commence à dire que niveau budget c'est tendu, c'est compliqué. Il y a l'inflation, ils ont un peu de mal visiblement de tenir un peu le budget. C'est pour ça que tu perds des Arnaud Démare, des Thibaut Pinot, même Michael Storer qui devaient pas rien coûter, je présume. Tu recrutes des jeunes, des équipiers, des coureurs qui vont pas forcément avoir un gros salaire. Alors certes, t'as des pépites qui sont déjà dans ton effectif que tu vas pouvoir leur laisser la place, mais il y a peut-être un peu cet aspect de on fait aussi un peu peut-être comme on peut avec nos moyens. Ouais, probablement. Oui. C'est pas folichon. Après bon, il y a quand même un peu de matière en stock. Hein. Lenny Martinez, Romain Grégoire et d'autres. Hein. Il y a de quoi faire. À la limite, le seul regret, c'est apparemment ils étaient pas loin de signer Isaac Del Toro avant le Tour de l'Avenir. Bon, une fois qu'il a gagné le Tour de l'Avenir, UAE s'est très vite positionné dessus pour le faire signer. Mais en faisant signer Isaac Del Toro, ça aurait été très intéressant. Bon. Après, il reste. Enfin, moi, je trouve qu'ils ont quand même encore. En fait, je regarde encore l'effectif dans sa globalité et pour moi, ça reste encore ok. Tu vois, ils ont leurs 3 leaders numéro 1, ils ont les jeunes qui montent. Je sais pas, au global, moi, je n'hésite pas, mais je suis d'accord que
c'est pas une super team, hein, voilà. Mais je trouve qu'il y a une cohérence, en fait, au global, et c'est plutôt ça que j'aime bien. C'est qu'il y a une cohérence globale du projet, de faire monter les jeunes, etc. Et je trouve ça bien, pour l'instant, de rester sur ce truc-là, en tout cas jusqu'à ce que les jeunes arrivent à maturité. Et si, bon, on voit que ça marche pas quand les jeunes arrivent à maturité, peut-être qu'on partira sur autre chose. Mais pour C'est l'instant, quand même j'aime un bien. pari risqué. Bon, en tout cas, c'est sûr que Ouais, mais ça fait 2 ans qu'ils font ça, quoi. Donc, ce serait bizarre de tout d'un coup se dire, bon, non, en fait, on Oui. arrête. Ouais, c'est vrai, mais après, enfin, ouais, c'est risqué quand même de tout mettre sur des jeunes, même Godu qui, après sa 4e place cette année, était censé être le leader, bah, il est un peu passé au travers quand même. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour Groupama FDJ, avec à la fois les jeunes qui prennent le pouvoir et Desmar et Pinot qui s'en vont, là, on rentre dans une nouvelle ère et c'est un peu presque une page blanche à écrire maintenant. Avec Ah bah clairement, tous ces même, changements, ça va changer pas mal de choses. Juste pour finir, j'ai été un petit peu excessif sur Paul Penouet. Il s'est pas fait les croisés, c'est juste entre guillemets, une blessure au ligament du genou. Et donc il sera éloigné de la compétition pour environ 3 mois, d'après le directeur du pôle santé de Groupama FDJ, Jackie Maillot. Voilà. Et il s'est fait quand, cette blessure? Il y a quelques jours, tout début de l'année. Ah, ok. Ah ouais, donc bon. Donc voilà, on le verra probablement pas avant avril. Paul Penouet en tout cas, qui avait notamment remporté le classement général final de la Coupe de France en 2023. Et on va finir les équipes françaises avec l'équipe Pro Team française, à savoir Total Energy. Bon là il y a peut-être un peu moins à dire, on a le départ de Peter Sagan, et derrière on recrute des jeunes, deux du Vendée U, Baptiste Vadik, Lucas Boniface, on a Jordan Jegat du CIC Nantes Atlantique et Thomas Gachinière de Saint-Michel. Est-ce qu'il y a quelque chose à spécifier particulièrement concernant Total Energy? ça fait mal tant pour les croire que paire de Specialized, tout ça, enfin. Ouais, les vélos Specialized s'en vont, du coup, avec Peter Sagan. Ça sera des Je sais vélos plus c'est quoi NV. Voilà, NV, ouais. C'est un Ouais, qui est nouveau une nouvelle marque qui arrive. Je crois qu'ils ont sponsorisé quoi, des femmes, enfin une équipe féminine l'année Je sais dernière, c'est pas. un truc comme ça. Pour moi, c'était des roues avant. Enfin, je sais qu'ils faisaient des roues, mais. Oui, ils sont relativement nouveaux, en tout cas, par rapport à la Ouais. Et conception de vélo. autant l'arrivée de Van Rysel chez Decathlon, tu te dis ça peut marcher parce qu'ils ont quand même eu le paquet. NV, là, ça sort un peu de. Enfin, pas forcément de nulle part, j'imagine, mais. Après, Ouais. d'ailleurs, par rapport au changement de vélo, on a oublié sur le Groupama FDJ que. Au Ouais, ils revoir, perdaient au la revoir pierre. la pierre, et arrive Villiers et Triestina. Ah, c'est vrai, ça, j'avais oublié. Après, enfin, le matériel, c'est pas forcément ce que je maîtrise le mieux, mais enfin, c'est deux marques qui me semblent assez proches, si ce n'est que la pierre avait truc de relation hyper étroit. Oui, forcément, la pierre, ça faisait presque depuis le début de l'équipe qu'ils étaient avec là. Alors après, c'est vrai qu'il y a forcément. En termes de gamme, Oui, c'est voilà. des Il y a marques moins assez d'écart. proches. Il y a peut-être moins d'écart entre la pierre et Villiers et Triestina qu'entre Specialized et NV. Oui. Mais Ah bon, bah, ouais. mais bon, de toute façon, les vélos ne font pas la course tout seuls, hein. Donc Mathieu Burgodeau, quand il gagne sur Paris-Nice, c'est pas que parce qu'il a un Specialized, hein. Non, non, bien sûr que non, mais apparemment, ça va être quand Mais même du pas coup, mal. cette année, il gagnera pas Oui, sur oui. Paris-Nice quand même. Ah, on verra. L'équipe, Non, c'est énormément francisé, hein. En fait, j'ai pas fait. Ils ont deux Belges et c'est tout. Bah, du coup, ils ont perdu Peter Sagan et son entourage un peu étranger proche, à savoir Mathieu Ouais. Bodnar et Danielos, et également Victor Delaporte et Edvald Boasson-Hagen. Donc en effet, on retrouve un peu quand même pas mal de Français. Ça avait l'air de tenir un peu à cœur de Jean-René Bernodeau, de retrouver un peu cette identité vraiment très française. Jordan Jegas, ça va pas être mal. Enfin, c'est pas mal, moi, de ce que j'en sais. Je crois qu'il avait fait une belle saison l'année dernière. Oui, c'est assez costaud au niveau sur les courses Coupe de France, hein. Après, voilà, quoi. Bah, pareil, en vrai, Vadic aussi, c'était costaud. Il avait fait des grosses plages vendéennes, je crois, l'année dernière. Où c'était l'essor. Ça, c'est l'essor. En début de saison. Devant ça, ouais, il avait Mais. été très costaud sur l'essor basque, notamment. Mais Ouais, c'est ça. de toute façon, s'il y avait un seul coureur, je crois, à monter devant Dahu, c'était lui. Mais pareil, enfin, là, c'est des jeunes qui doivent confirmer. Après, pour le coup, Bah, concernant Total Energy, pour le coup, j'ai envie de dire que, hormis Boasson-Hagen et Sagan, récemment, ça reste quand même un mercato relativement classique de la part de Bernodeau, quoi. On recrute Oui. local, simple, quoi, entre guillemets. Ouais. Et C'est- on consolide en les fait, bases.
ils perdent pas tant que ça en termes de niveau, hein, parce que vraiment, Oui, Peter Sagan n'apportait Osbodnar de plus tant que ça. l'aparté, ça faisait rien. EBH, ça faisait 2-3 trucs de temps en temps, et Sagan, quand il voulait, il faisait un top 10, et voilà. Ouais. Pour finir, concernant les équipes françaises, quelle serait pour vous là l'équipe française qui a fait le meilleur recrutement, le plus intéressant de 2023 à 2024? En comptant Desmar, du coup, Oui, oui. euh, pour moi, ça reste à G2R quand même. Enfin, Decathlon, pardon. Parce que, en fait, comme Ansem l'avait dit, ils perdent rien quasiment. Et du coup, ils ont quasiment tout à gagner. Donc, c'est quasiment forcément positif, en fait. Et Anselme, de ton côté, ça serait quelle équipe Je dirais Arkea, mais plus par défaut, en fait. Pour moi, enfin, il y a trois équipes, Arkea, Cofidis, Decathlon, qui font un mercato correct, mais il y en a aucune où je me dis super mercato. Il y en a pas qui ont, enfin, Oui, il n'y a pas de mercato vraiment waouh, quoi. ouais, où je me dis tiens, ça va apporter, ça va vraiment faire, Moi, ça va même vraiment Cofidis, je le mets un changer. peu en dessous, hein. Pour moi, Ouais, ouais, c'est oui, non. Decathlon Arkea, quoi. Ouais, et puis Cofidis, pour moi, c'est Groupama, et Bah, Total. Groupama, c'est pas un bon mercato en soi, c'est juste, moi, je parlais plutôt dans la globalité de l'équipe, où du coup, ça Ouais, me bah c'est ça. paraissait Mais ok. en fait, ils parient sur le long terme, mais du coup, leur mercato. Ah bah, il est moche, hein. Ouais. Et alors qu'en fait, à côté, il y a tellement d'équipes qui ont fait des bons coups ou des jolis paris que du coup, bah, les équipes françaises sont un peu en deçà de ça, je trouve. Bon, moi, pour départager un peu, on a eu un Décathlon, un Arkea Décathlon. Bah, du coup, je vais dire, à la limite, peut-être plutôt Arkea. Il leur manque toujours un peu du côté de la montagne, surtout qu'ils perdent Warren Barguil. Kevin Vauquelin va être un peu seul en montagne. Mais pour le coup, j'ai l'impression qu'ils vont bien consolider sur les classiques, le sprint, autour de Desmar avec Sénéchal. Ça peut être intéressant de voir, de suivre la direction que prend cette équipe. En tout cas, j'ai plus confiance dans le recrutement d'Arkea que dans le recrutement de Decathlon G2R pour 2024. Bah écoutez, avec tout ça, on va approcher de la fin de ce podcast. On va finir par un petit pronostic rapide du Tour Down Under, la première course pour le Tour masculine qui commence ce mardi, qui sera diffusée cette année en France. Ce sera pour la, comme ça vous le savez, sur le site de l'équipe live. Donc, quel serait votre pronostic pour ce Tour Down Under qui avait été remporté l'année dernière par Jay Vine? Tour Down Under où l'on aura notamment Julien Alaphilippe qui sera de retour 10 ans après sa toute première course professionnelle. Anselme, quel serait ton prono, toi? Et ben moi, du coup, j'ai dit Simon Yates, deuxième l'an dernier, battu par Jevine. Je pense qu'il peut faire mieux cette année, à condition qu'il soit en forme. Mais étant donné que bon, l'année dernière, il a montré qu'il arrivait en forme, et puis vu que c'est un objectif important pour son équipe, je pense qu'il aura à cœur de bien faire. Ouais, c'est vrai que Simon Yates, s'il n'y en a qu'un seul à citer, c'est peut-être lui qui vient le plus facilement, quoi. Il fait peut-être un peu office de grandissime favori, non? Oui, pour moi, c'est le nom qui ressort quand même devant tous les autres. Derrière, en vrai, c'est. Enfin, moi, en tout cas, je trouve que derrière, c'est difficile de sortir des noms, hein. C'est vraiment à chaque fois des gens, on dit, bon, ils seront peut-être bons, mais il faut qu'ils soient en forme, on sait pas trop. Alors que là, ça a l'air d'être. Enfin, ça a l'air d'être assez aligné pour Yates, comme Ansel m'a dit. L'équipe veut le faire. Il a prouvé l'année dernière qu'il peut gagner, enfin, qu'il peut en tout cas jouer la gagne. C'est Qui est-ce que tu citerais, toi, Théo, pour la victoire, hein, si ce n'est pas Simon Yates? Ouais, alors moi je suis parti sur un pari parce que je suis parti sur Quinn Simons. Voilà, je me dis ça pourrait lui convenir, c'est des types enfin, de montée qui pourraient lui convenir, c'est un bourrin. S'il est en forme en début de saison, pourquoi pas. Après, il y en avait d'autres qui pouvaient me tenter, Oscar Onley par exemple, ou Narvaez, ça pouvait être des noms ça me choquerait pas de les voir gagner. Bon, moi, pour finir, je me laisserai tenter par un Milan Vader, dernier vainqueur d'une course pour le Tour. C'était le Tour de Guangxi l'année dernière. On l'avait d'ailleurs, Milan Vader, on l'avait pas mal vu l'année dernière pour vraiment son retour. Il avait eu des grosses blessures en 2022. Donc ça marquait vraiment son vraiment retour. Il avait épaulé Juan Dennis, notamment, sur le Tour Down Under en 2023. Je le vois bien faire quelque chose de plutôt intéressant. Lui qui est ancien vététiste, il est assez jeune sur la route. Donc ça peut être intéressant.
Puis après, c'est vrai que j'avais un peu oublié, mais je vois en regardant la start list sur Pro Cycling Stats, on a aussi un petit Jack Egg qui peut être intéressant. J'arrive pas du tout à y croire. Mais oui, mais en fait, je l'ai vu, mais en même temps, je me dis, je le vois pas. Je le vois pas du tout faire un bon résultat. Mais si c'est pour citer des noms, faut dire Gonzalo Serrano. Voilà, Oh, il s'est retenu là. ça te démangeait. On m'a là, rigolé ça, quand je l'ai dit avant le podcast en disant pourquoi pas. J'ai senti qu'il était dubitatif. Si ça nous sort du Jack Egg, franchement. Oh, bah, dans ce cas-là, moi je sors Damien Hawson. Allez. Bah non, parce qu'il court pas là. Si. Si. Ah si, il est là avec la Il est sélection sous Australie. australienne. Et un petit Exact. Julien Bah, Alaphilippe, non? Pourquoi pas. Mais Ozone, c'est pas si con. Hein. Ozone. Il a Ouais. fait une grosse fin de saison l'année dernière. Bah, moi j'aime bien, depuis qu'il est chez Q36, il est considéré en tant que leader, enfin il joue souvent en tant que leader. Ouais, Donc et je me son dis, enchaînement ouais. Burgos-Britain l'année dernière, je me disais, mais qu'est-ce qui lui arrive? Il est bon. C'est vrai que sur Burgos, quand il suit Roglic, Vlasov et Yates, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fout là? Pour finir, Julien Alaphilippe, je l'avais un petit peu évoqué, fait sa rentrée sur ce Tour Down Under, vous y croyez ou pas? Enfin, Julien Philippe en forme, ça va jouer la gagne, mais c'est compliqué de se projeter. En fait, c'est ça qui est difficile avec ce Tour Under, c'est que on est extrêmement tôt dans la saison. Enfin, franchement, j'ai aucune idée. Genre, s'il est en forme, ouais, il va gagner des étapes. Il a le profil pour gagner la course, clairement. C'est typiquement le puncher rapide. Mais je le vois moins fort que Yates, en fait. Et c'est Alaphilippe, du coup, il bénéficiera pas d'un laissez-passer duquel il pourrait tirer profit. Typiquement, les noms qu'on a cités, qui sont plus des outsiders, peuvent profiter d'un marquage entre un Alaphilippe ou un Yates. Et Alaphilippe, j'ai du mal à voir Jayco lui laisser 30 secondes. Ça me semble inenvisageable. Ouais, c'est sûr que il sera marqué, quoi. Julien Alaphilippe. Bon, voilà, écoutez, avec tout ça, on va arriver à la fin de ce podcast. On avait pas mal de choses à dire pour ce premier podcast de la saison. En tout cas, ça fait plaisir, on est ravis évidemment de reprendre Chasse Patate pour 2024. Écoutez, on aura bien évidemment beaucoup de choses à se dire tout au long de la saison. Avec les grands tours, les Jeux Olympiques qui seront à Paris cette année. Il y aura plein de belles choses, on espère, à voir tout au long de l'année. Anselme, Théo, merci beaucoup d'avoir été en ma compagnie pour faire le point sur les transferts et vos petits pronos pour le Tour Down Under. Pour le prochain podcast Chasse Patate, on se retrouvera d'ici 2 semaines à peu près, à moins d'une victoire française sur le Tour Down Under. On parlera donc dans 2 semaines, à la fin du mois, de cyclocross, juste avant les mondiaux. On fera le bilan de la saison un petit peu, et on verra ce qui pourra se passer sur les championnats du monde. Et donc, d'ici là, en attendant le prochain podcast, eh bien, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse Patate.